monde, bienvenue à ce 23e chapitre du rapport Boivin. Déjà, oui, le 23e chapitre en ce magnifique 11 mai 2017 avec du soleil. On s'est tous levés le 11 mai, jeudi, avec du soleil. Hier, mercredi, du soleil aussi. On sait qu'on attend un peu de pluie. Et pourquoi je vous parle de température? Parce que la température est devenue probablement le personnage le plus important en termes d'actualité de la semaine dernière et même des semaines précédentes, mais de façon encore plus critique dans les dernières 2 semaines, je dirais. Merci d'être là, Jean, qui nous écoutez à travers le réseau de la TVC Basse-Lièvre et Ma TV. Quand je dis merci d'être là, ça a beaucoup de signification cette semaine parce que je suis tellement heureuse de faire partie d'une communauté comme celle de l'Outaouais. Et je parle de tout le Grand Outaouais parce que ce que les gens vivent par ici, certaines personnes, certains de nos voisins, parentés, amis, c'est vraiment pas drôle. Évidemment, on va se parler des inondations. Vous vous rappellerez, la semaine dernière, le gros débat, c'était de savoir, la grosse actualité, c'était est-ce que le maire Penneau-Jobin de la ville de Gatineau aurait dû décréter l'état d'urgence ou bien est-ce qu'on aurait dû faire venir l'armée? Est-ce qu'on doit faire venir l'armée, pas faire venir l'armée? Finalement, l'armée est ici. L'état d'urgence n'a pas été décrété et on n'est pas nécessairement moins bien traité que dans d'autres villes. Dans d'autres villes, d'ailleurs, si vous portez attention à l'actualité, vous allez réaliser que là où on l'a décrété, les citoyens chialent parce que ça a été décrété puis ont été sortis de force de leur propriété. Ici, à Gatineau, on a tenté autant que possible de permettre aux gens de combattre les éléments le plus longtemps possible. Les images qu'on a pu voir toute la semaine, les vidéos, les images aériennes, les vidéos prises dans les rues. Je suis allée moi-même, j'étais en entrevue avec Denis Lévesque cette semaine au coin de Saint-Louis et puis Moreau, et il y a un gentil monsieur qui m'a offert d'aller me faire un tour sur Saint-Louis. Et descendre jusqu'à Jacques-Cartier, puis faire le quadrilatère jusqu'au golfe sous le couvert, le champ de pratique sous le couvert des arbres, et de revenir par Saint-Louis. C'est quasiment pas croyable. Une chance que j'ai la vidéo, puis je vais la regarder longtemps parce que je veux pas qu'on oublie. Et ça, c'est peut-être le plus gros danger quand on vit des grands moments comme ceux-là, c'est qu'on retourne dans notre quotidien, puis bon, on a une tendance à oublier. Mais la semaine passée, toute la semaine, ce qu'on a vu et ce qu'on voit encore, c'est une communauté qui s'est prise en charge, parce que les officiels, là, ça peut faire certaines choses, ça peut aider jusqu'à un certain point, mais s'il n'y avait pas eu les milliers de bénévoles à tout niveau et dans tous les coins de notre belle région, je pense qu'on aurait encore beaucoup plus de difficultés à se remettre de tous ces événements. C'était de toute beauté de voir pendant la semaine comment les gens, la fin de semaine passée, les centaines, pour ne pas dire les milliers de personnes qui se rendaient, par exemple, à l'Arena Campo pour remplir des sacs de sable. Il n'y avait pas d'âge pour ça. Il y avait des personnes âgées comme il y avait des très, très jeunes et tout le monde se donnait la main. Maintenant, c'est des gens qui apportent des repas aux bénévoles. En tout cas, le réseau d'entraide est extraordinaire. L'armée est venue en renfort, c'est-à-dire pour essayer d'aider. La plupart des sacs étaient déjà pas mal faits, mais on va espérer qu'ils vont être ici encore un certain temps pour aider quand viendra le temps d'effectuer certains nettoyages, parce que ça va être, je vous le dis, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir sur place, tu sais, quand tu te promènes sur une rue, là, mettons, vous êtes sur le boulevard Buckingham, et que le boulevard Buckingham sera une extension de la rivière du Lièvre, et que tu ne vois pas de démarcation entre la route et la rivière, l'heure est grave. C'était ça sur Jacques-Cartier et c'est encore ça à certaines hauteurs. C'est hallucinant. Tu vois les maisons, on voit les voitures. Tout le monde a vu cette fameuse voiture sur Saint-Louis. On avait mis un cône dessus. Il était un temps, on ne voyait que le cône. Même le premier ministre Couillard, qui était à Gatineau aujourd'hui avec le premier ministre Trudeau, et je vais y revenir dans quelques instants,
Le premier ministre Couillard pointait du doigt ce fameux cône, et là, on commence à voir la toiture de la voiture en question. Ça donne une idée de la hauteur de la crue des eaux, jusqu'où c'est allé, ensuite jusqu'où c'est en train de descendre maintenant. Ça descend assez rapidement. C'est probablement la lumière au bout du tunnel pour beaucoup, beaucoup de sinistrés. Il y en a qui ont combattu vaillamment de tous les instants, du presque 24 heures sur 24, avec des pompes, avec toutes sortes de systèmes pour tenter d'empêcher l'entrée d'eau dans leur propriété, dans leur maison. Ils ont dû laisser abandonner. Et parce qu'à un moment donné, ça devenait trop dangereux. Il y en a qui sont encore chez eux. Il y a toutes sortes d'histoires et au fil des journées qui vont passer, on apprendra encore de plus en plus. Là, on est encore en mode réaction, essayer d'aider le plus possible à limiter les dommages, à essayer de sauver le plus de propriétés possible. Maintenant que les eaux recommencent à baisser, là, il va falloir qu'on commence à penser nettoyage. Le maire Pedneau-Jobin le mentionnait dans une de ses nombreuses conférences de presse. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le maire actuel, je peux vous dire que c'est du 7 jours semaine, presque 24 heures par jour. Il était droit dans tout ça, il s'est tenu debout pour tenir la population au courant. On aura bien le loisir de voir ce qui a été fait, bien fait, moins bien fait. Pas nécessairement pour faire de la critique pour critiquer, mais plutôt pour apprendre. Parce que si on n'apprend pas d'un événement historique comme ces inondations, et quand je dis historique, c'est parce que ça bat les records de tous les temps, ça bat le 1974, ceux qui se rappellent des inondations de ce temps-là, c'est vraiment un record de tous les temps, c'est un record peu enviable que j'espère qu'on ne brisera jamais, mais au moins il faut apprendre de ces événements-là. Viendra ce temps-là en temps et lieu. Pour l'instant, on est en mode action, réaction, essayer de sortir la tête de l'eau, si je peux l'exprimer ainsi. Ça a été toute une semaine. On a eu la fermeture de la 50. Et si ça ne vous dit pas comment Gatineau, le secteur Gatineau est limité en termes d'infrastructure pour traverser vers Ottawa, si le pont Lady Aberdeen, le pont Alonzo, le traversier qui ne fonctionnait pas ici à Masson-Cumberland, les traversiers bourbonnais, et on voit que ça a son utilité pour les gens plus dans le secteur est de la ville de Gatineau, qui ne veulent pas se retrouver à s'en aller jusqu'au pont Alonzo ou au pont Lady Aberdeen qui se continue vers le boulevard Fournier pour traverser, pour s'en aller vers Ottawa. Malheureusement, c'est ce que le secteur Gatineau est obligé de faire. Il faut passer parole, on est enclavé. Fait que s'il y a un problème avec les infrastructures, et on a pu voir ce que ça avait l'air quand le pont des Draveurs ne fonctionne pas à 100 % ou qu'il est fermé. Dieu merci que les gouvernements, les différents paliers, provincial, fédéral, municipal, les commissions scolaires, ont passé le mot, on dit aux gens de rester chez eux, ceux qui avaient à traverser. Donc, les gens n'ont pas eu à aller travailler ni lundi ni mardi parce que ça aurait été l'enfer. C'était déjà pénible pour certains qui sont partis très, très tôt, mais heureusement, en ouvrant 2 voies sur le pont Alonzo, comme quoi, quand on sert de son jugement, on est capable de trouver de bonnes solutions. Alors, mais il y a plein de choses comme ça qui nous font réaliser que parfois, quand on se bat comme il faut pour dire, regardez, c'est un besoin, c'est pas juste pour la frime, c'est un besoin d'avoir un autre pont, ça viendra en temps et lieu, mais je pense que la situation cette semaine l'aura montré. Pourquoi ça a fermé le pont des Draveurs, l'autoroute 50? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dormi sa switch. Semble-t-il, un moment donné, on a parlé de cafouillage du ministère des Transports du Québec. Si vous tapez cafouillage, vous avez juste le temps de taper cafouillage transport et vous allez avoir 2 situations qui sortent maintenant, l'autoroute 50 pour le ministère des Transports du Québec et l'autoroute 13 pour le ministère des Transports du Québec. Bravo les champions. Vous vous rappellerez avec la grosse tempête de neige aussi historique, les gens qui ont été pris, les centaines de personnes prises dans leur voiture. Alors tout ça mis ensemble, semble-t-il qu'il y a eu un problème. Ils ont dépêché juste 4 ingénieurs. Il y en a qui disent que ça prouve encore une fois qu'on ne regarde pas trop l'Outaouais parce que Montréal vivait quelque chose de terrible. Bien là, tous les yeux étaient rivés sur Montréal. Je pense que le premier ministre du Québec, lui qui est venu lundi, qui est revenu jeudi, démontre et a répondu aux questions que moi, je voulais l'entendre répondre. Parce que je me disais, si tu viens faire un tour ici,
Lundi, il nous disait qu'il serait là pour accompagner, le gouvernement du Québec serait là pour accompagner les sinistrés pendant, après, et surtout l'après, c'est ça qui m'inquiète toujours, qu'on retombe dans notre petit train-train quotidien, puis qu'on oublie ces centaines de sinistrés et qu'on les oublie à eux-mêmes, et puis, en tout cas, ça va être l'enfer pour eux autres. Mais non, le premier ministre a bien dit que son gouvernement serait là, et il revenait jeudi. Ce matin, j'ai pu accrocher une partie de la conférence de presse. Il était en compagnie de Justin Trudeau. Deux bonnes nouvelles qui sont sorties de ça. Évidemment, bon, on savait parce que Justin Trudeau, parce qu'il s'est fait poser des questions à la Chambre des communes, a dit que l'armée, ça serait payé par le fédéral. Il prendrait charge de tous les coûts. En ce qui concerne le premier ministre du Québec, parce qu'on a déjà commencé à avoir des rencontres dans différentes villes au Québec pour dire qu'est-ce qui s'en vient pour les sinistrés. En termes d'indemnisation, parce qu'il faut qu'ils subviennent à leurs besoins, ces gens-là. Et il a dit que le gouvernement du Québec reverrait les critères d'admissibilité. Donc, même si ce n'est pas ta résidence principale, ils vont revoir ce concept-là et ils vont aussi regarder les montants. C'est des bonnes nouvelles parce que je vais vous dire qu'à 150 quelques mille, qui est le plafond, ça ne couvrira même pas une portion de certains sinistrés au niveau des dommages. Alors, ça sera à suivre, mais je pense qu'il faudra aussi se pencher sur la question de construire dans des zones inondables. Quand on construit dans des zones inondables puis qu'on laisse des promoteurs sortir des gros projets dans ces coins-là, c'est bien beau l'argent puis l'argent des taxes, mais ce que ça va coûter en millions en réparation de toutes sortes, je vais vous dire, je ne sais pas si on n'aurait pas été plus gagnant de ne pas construire dans ces zones inondables. Mais plus encore, on nous dit qu'on n'a même pas de plan, d'avoir un plan. Ça, c'est des spécialistes en matière de gestion d'eau qui reprochent à la province de ne pas avoir de plan à ce niveau-là. J'espère qu'on va se servir des événements, des inondations de 2017 pour en concevoir un, pour qu'on puisse, la minute que ça se produit ou qu'on pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient, être en mesure de prendre les moyens appropriés pour éviter toutes sortes de dommages. Peut-être qu'on pourra aussi, au niveau de la Banque d'infrastructure du côté fédéral, c'est beau la visite de M. Trudeau puis de ses collègues députés du coin, mais peut-être que ce sera l'occasion aussi au niveau des infrastructures de revoir certaines infrastructures dans la région. On a parlé d'une banque d'infrastructures, on se demandait si elle irait à Montréal ou à Toronto. Elle s'en va à Toronto. J'espère qu'elle ne s'éloigne pas de nous pour nous empêcher d'avoir accès aux argents qui sont mis par le fédéral à l'intérieur de cette banque-là, de l'argent qui appartient aussi aux Québécois. En fait, c'est l'argent des payeurs de taxes canadiens et qu'on en prenne. Donc, le 35 milliards qui sera mis dans cette banque d'infrastructure par le gouvernement fédéral, au début, bien, j'ai l'impression qu'il devra en débourser quelques milliards pour pallier aux dommages d'infrastructures à travers la province, y compris de grâce Gatineau. On va faire une courte pause et au retour, bien, on va faire un bilan rapide du reste de l'actualité. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, elle tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Bonjour, ici Mathieu Daou. Chaque semaine, je vous propose une belle rencontre avec des personnalités d'ici, dans la région. Tribune locale, tous les mardis dès 17h30 à TVC Basse-Lièvre. Infomag, c'est un survol de votre actualité locale. Politique, culturelle, faits divers et sport. Mon nom est Mathieu Daou, je vous donne rendez-vous tous les mercredis dès 19h sur TVC Basse-Lièvre. Et nous voici de retour. Oui, parce qu'il y a eu d'autres choses dans l'actualité. Je vais vous dire, des fois, c'est triste pour certaines nouvelles parce qu'il y a eu tellement de choses qui auraient mérité qu'on s'y attarde parce qu'en elle-même, c'est gros. Il y a tout le dossier de Bombardier. Vous le savez, Bombardier, le mal-aimé. Hier, c'était le premier ministre du Québec qui disait aux Québécois
Il ne faut pas arrêter d'aimer Bombardier. Il faut continuer d'aimer Bombardier. On peut être en maudit contre certains actionnaires ou certains administrateurs, mais Bombardier en soi, c'est un fleuron de l'économie et de l'industrie aéronautique du Québec. C'est un fleuron à l'échelle internationale. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain d'en être fier. Bien d'accord, c'est pas parce qu'on est fier de quelque chose qu'on ne peut pas en être critique. Aujourd'hui, journée où j'enregistre l'émission, aujourd'hui 11 mai 2017, c'est l'Assemblée des actionnaires qui se déroule dans le coin de Dorval, j'appelle ça Dorval encore, et ça risque d'être houleux. Il y avait déjà des manifestations, mais en venant, là, j'ai pu voir à la télé certains reportages médiatiques où on voyait des groupes syndicaux. Les habitués là, des manifestations, évidemment, Amir Kadir de Québec solidaire, peut-être j'aimerais mieux le voir les deux pieds dans l'eau en train d'aider des gens dans son coin. Peut-être pas son coin à lui qui n'est pas inondé, mais peut-être dans d'autres coins, malgré que le message est important à passer. Mais je pense que le message a été passé cette semaine. Ça ne pouvait pas être plus fort que par notre Caisse de dépôt et de placement du Québec qui dit à Bombardier, nous, on va voter contre. Alors, même si on juste un petit pourcentage, parce qu'il faut être réaliste, là, la famille Beaudoin, les gros administrateurs de Bombardier, ils appartiennent au-dessus de 50 quelques % des parts votantes, je dis bien des parts votantes, même s'ils appartiennent juste à un certain nombre sur les millions d'actions qui sont en circulation, les parts qui sont votantes appartiennent en majorité aux dirigeants actuels de Bombardier, à la famille Beaudoin, entre autres, Pierre Beaudoin, ce mal-aimé. Et la Caisse qui disait, elle, mais ça parle fort. Quand la Caisse dit, nous, on ne votera pas pour votre mode de rémunération et on veut la démission de M. Pierre Beaudoin, juste au moins pour montrer, avoir un peu de... poser un geste de bonne foi. Alors, il n'y a pas que la Caisse de dépôt qui a fait part de cette intention-là. Il y a le régime de retraite des enseignants d'Ontario qui investissent aussi dans Bombardier. Il y a l'Office, le plus gros des plus gros, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada, qui lui aussi fait la même réclamation. Alors, quand on regarde tout ça, là, on apprend grande primeur, Pierre Beaudoin se retire, ne sera plus président exécutif, je vous mets les fameux guillemets, là, président exécutif du conseil d'administration de Bombardier. Il va demeurer président du conseil d'administration. Fouillez-moi ce que ça veut dire comme différence. Moi, je pense qu'ils ont envoyé un petit os à gruger là, à tout le monde, donner l'impression qu'il était bien fin, puis ça ne se ferait pas avant le mois de juin. Donc, ça donne l'impression que la famille Beaudoin, les administrateurs actuels, vont garder Pierre Beaudoin à la tête du conseil d'administration comme président exécutif du conseil d'administration. En tout cas, on le garde dans les parages et ça va peut-être faire grogner encore certains individus. La France, pauvre France, qui avait l'élection probablement la plus excitante des je ne sais pas combien de décennies. Et à cause de ce qui se passe au Québec, bien, même si les grands réseaux essayaient d'en faire des émissions spéciales en fin de semaine, ils étaient obligés de diviser leur écran avec, évidemment, les inondations. Si vous pensez que les gens de Gatineau avaient à cœur de regarder ce qui se passait en France, oui, le monde posait la question, c'est qui le gagnant ou la gagnante? Et évidemment, Emmanuel, je vous l'avais annoncé la semaine passée de façon, fait qu'il n'y avait même plus de... Je vous l'avais dit qu'il gagnerait, puis il gagnerait haut la main. Ceux qui pensent qu'en allant chercher 30 quelques %, Marine Le Pen a bien performé, je ne trouve pas, moi, parce que son père a déjà fait mieux que ça. Ceci étant, il y a quand même, on sent qu'il y a un changement au niveau politique en France. Là, les socialistes, ceux qui étaient avec François Hollande, essayent de maintenant faire partie du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, qui devient probablement un nouveau parti politique. Donc, c'est un vieux parti qui va changer de nom pour donner l'impression d'être jeune, et ça nous dit que ça fait de la nouvelle politique.
Je vais terminer sur ce sujet-là en vous disant, j'ai écouté les discours, moi je suis une maniaque de nouvelles, vous le savez, vous me connaissez maintenant, et j'ai écouté le discours de Marine Le Pen, que j'aime pas certaines de ses politiques et certaines de ses visions que je juge carrément racistes, puis qui encouragent l'intransigeance et puis qui ressort le pire des gens. Je peux au moins avouer que c'est une bien meilleure oratrice, à mon point de vue, qu'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il était figé ou surpris de l'ampleur de sa victoire. Je ne l'ai pas trouvé fort. Je n'ai pas trouvé la TV française bien géniale. Quand on le voit se faire maquiller à l'écran, là, ça ne faisait pas très présidentiel. Puis je pense qu'il ne savait même pas qu'on voyait tout ce qui se passait. J'ai trouvé que ça faisait un peu... En tout cas, ça faisait deuxième zone, là, pas trop ferré dans leurs affaires. Je lui souhaite bon mandat, mais les législatives, je pense que ça donne du pep à la formation de Marine Le Pen, d'aller peut-être, parce que les gens vont peut-être se dire, on va prendre un président comme M. Macron, mais en même temps, puis on parle d'un taux de vote, le monde, 50 quelques %. Si j'ai bien saisi les pourcentages, là, si c'est vrai, c'est épouvantable. 50 quelques % la République française. Voyons, les amis français. Je sais qu'au Canada, on n'a pas nécessairement mieux, là, à 60 quelques %, mais n'empêche, c'était une aberration totale quand les enjeux mondiaux, internationaux, l'Union européenne, ce qui se passe dans le quotidien, c'est pas fort. En tout cas, Trump, y a-t-il une semaine que je préfère de la TV ou de la radio au 104.7 FM, Outaouais, sans avoir à parler de mon ami Donald Trump? Hey, cette semaine, il a fourré à la porte, excusez l'expression, il a congédié le directeur du FBI parce qu'il a trouvé qu'il n'a pas été très professionnel pendant la campagne électorale en laissant sous-entendre qu'il enquêtait Hillary Clinton. Hey, faites-moi rire! Donald Trump s'est servi de ça là, comme c'était du bonbon. Hillary Clinton nous le disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps que la raison principale de sa défaite, elle est là. Alors, l'homme qui a aidé à faire élire Donald Trump devient maintenant incompétent à cause du geste qu'il a posé. Hey, vous vous rappelez quand il disait « lock her up », hey, Trump s'est servi de ça à tour de bras pendant les derniers jours de la campagne électorale et ça reste dans la tête du monde. Imagine si ce n'est pas attaquer la réputation d'une personne. C'est épouvantable de dire des affaires de même. Et là, il traite le directeur de FBI d'incompétent, James Comey. La plupart des gens, ce qu'ils disent, c'est que James Comey, le directeur du FBI, qui est en train d'enquêter sur les liens de Donald Trump avec la Russie, avec certains dirigeants russes, était trop près d'arriver à quelque chose, était trop exigeant, voulait avoir d'autres enquêteurs parce que c'est une enquête solide qu'ils sont en train de faire. Ça risque de ne pas être très beau pour le président Trump. Et Donald Trump n'a pas aimé ça, puis c'est pour ça qu'il le met à la porte. L'ironie de la chose, c'est que le directeur du FBI est en train de s'adresser à ses employés, ses enquêteurs, ses agents, et ça a l'air que ça passait parce qu'ils ont plusieurs caméras de TV, ils ont plusieurs télévisions, et il y a quelqu'un qui dit « Hey, on voit à TV que tu n'es plus directeur du FBI. » Il s'est retourné, il a vérifié, puis effectivement, ça a l'air que les nouvelles annonçaient à tout le monde qu'il était congédié pendant que la lettre rentrait à son bureau. Bravo, Donald, tout le temps de la grande classe, Donald Trump. Quel président extraordinaire. Moi, être américaine, là, je serais tellement fière. Pas pantoute, là, elle ne partait pas en disant qu'elle serait fière, là, du tout. C'était de l'ironie, long comme le bras. En tout cas, je suis sûre que la semaine prochaine, il y aura d'autres choses à ce niveau-là. Il y a des paris, écoutez ça, il y a des paris qui se prennent, je pense que c'est à Vegas ou en Angleterre, en tout cas, là où ils prennent des paris, et on parie sur quand est-ce qu'il va se faire destituer Donald Trump. Je ne suis pas sûre que ça peut se faire cette année parce que le Congrès américain, le Sénat américain, c'est encore à majorité républicaine. Mais il n'est pas dit que l'année prochaine, si aux législatives qui s'en viennent, plus de démocrates entrent et que ça change la balance des pouvoirs, Donald Trump risque de trouver le temps beaucoup plus long. Mais pendant ce temps-là, il ne se passe rien de productif pour les jeunes qui n'ont pas de soins de santé, les personnes âgées qui n'en ont pas, tout ce qui va tout croche. Mais Donald Trump, je suis convaincue, s'amuse comme un petit fou. Puis peut-être que par le temps que vous allez m'écouter, il va avoir mis à la porte un autre personnage qui s'appelle Sean Spicer, qui est son gars de communication que vous voyez souvent, qui parle avec les médias américains. Il en a fait une autre. Quand Trump a fourré à la porte
le directeur du FBI. Les médias voulaient lui parler à son gars de communication, M. Spicer, et lui a parlé juste aux médias que Donald Trump aime bien, qui s'appelle Fox, le réseau Fox. Il a refusé de parler aux autres. Et il est allé se cacher, imaginez ça, dans les jardins de la Maison-Blanche. Hey, non, mais faire un roman savon avec ce qui se passe aux États-Unis, là, on ne pourrait pas trouver mieux. Pendant ce temps-là, Donald Trump était en train d'avoir la rencontre la plus agréable probablement de son mandat avec la délégation russe, aux surprises. Il a refusé d'avoir les médias à l'intérieur du bureau ovale. Mais les photos ont circulé du côté de la Russie, fait qu'on a pu voir qu'il y avait eu bien du fun. En tout cas, plus de fun qu'avec la chancelière de l'Allemagne ou les autres dirigeants qui sont allés faire un tour à la Maison-Blanche. En terminant, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, vous avez entendu parler de ce fameux sénateur, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, il me semble que c'est la semaine passée d'ailleurs, il y avait une grosse enquête qui a été faite, il y avait eu une relation entre ce sénateur, selon les informations qui sont sorties, et une personne d'âge mineur. Là, le Sénat avait décidé de commencer les procédures en expulsion du sénateur Meredith, qui a à peu près 50 quelques années, qui a été nommé par Stephen Harper. Et coup de théâtre, cette semaine, le sénateur Meredith a décidé de quitter, je devrais dire l'ex-sénateur, parce que c'est officiel, a quitté ses fonctions de sénateur, a démissionné. Ça a l'air bien beau, là, mais dites-vous une chose. Premièrement, si le Sénat avait pris cette démarche-là plus rapidement, là, on ne se retrouverait pas à voir un individu on était à veille d'expulser, qui dans à peu près 8 ans d'ici, quand il va avoir ses 60 ans solides, parce qu'il a fait 6 ans en date du mois de décembre 2016, a droit à une pleine pension pour un sénateur de la durée de service qu'il aura donnée, je pense autour de 24 000. Vous allez me dire, 24 000, c'est pas tant que ça, mais à 60 ans, mettons qu'il vit 20 ans, 25 ans, 30 ans, faites vos calculs rapides, ça va vous donner une bonne idée de ce que le sénateur Meredith va coûter à la population canadienne, aux payeurs de taxes. Ça me lève le cœur. Il me semble que le Sénat aurait pu être plus rapide. On se dit toujours, ah bien, ils sont partis d'eux-mêmes, ça nous évite un débat du lavage de linge sale. En tout cas, l'autre nouvelle, c'est pour les communautés francophones hors Québec, la communauté anglophone ici au Québec, qui est minoritaire au Québec, les communautés minoritaires. Le commissaire aux langues officielles, M. Fraser, son mandat se terminait en décembre 2016. Ça prenait un successeur. Il y a eu, semble-t-il, le premier ministre Trudeau nous dit toujours « Je change les façons de faire, c'est plus transparent, c'est fait loin du secteur politique, c'est bien fait comme recrutement. » Semble-t-il qu'il y avait une belle grande liste. Et aux surprises, qui sera nommée? Madeleine Meyer, ancienne ministre libérale de l'Ontario, qui deviendrait commissaire aux langues officielles. J'espère que c'est un canular. J'aime bien Madeleine Meyer par ailleurs, mais sérieusement, plus politique que ça, tu meurs. Et ça, je trouve que c'est insultant de nous dire qu'on change le processus puis on fait la même maudite affaire. Boivin dit plus rien. À la semaine prochaine.